Quand on pense à Hong Kong, l'image qui vient tout de suite, c'est la baie Victoria, ces gratte-ciel immenses, le balai des ferries. Oui, l'image d'une machine économique qui ne s'arrête jamais. Exactement. Mais ce qui est fascinant avec les grandes villes, c'est que leur vraie histoire, leur âme, elle se cache souvent dans les marges, loin du centre. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on part explorer l'extrême est de l'île de Hong Kong, du côté de Chai Wan et Siu Sai Wan. Une région qui a tout connu. C'était un village de bûcherons, puis une forteresse coloniale, une zone industrielle, et maintenant une cité dortoir. Un vrai millefeuille historique, quoi. J'adore cette image. Et justement, on a préparé une sorte de parcours en 5 histoires, 5 anecdotes, pour vraiment saisir ce coin de Hong Kong. Chaque histoire est liée à un lieu, un trésor caché, qui raconte beaucoup plus que ce qu'on voit. Ah, ça me plaît ça. On va parler d'une guerre des noms, d'un phare un peu schizophrène, d'une forteresse inaccessible, d'un parc qui superpose les époques, et pour finir, on va littéralement goûter à la transformation du quartier. C'est parfait. Une exploration en marge des guides touristiques classiques. Alors commençons par le début. Le nom Chai Wan. Ça a l'air simple, mais j'imagine que ça cache quelque chose. Ça cache l'histoire la plus fondamentale de la région. Chai Wan, en fait, ça veut dire la baie du bois de chauffage. Ah oui, tout simplement. C'est on ne peut plus direct, ça vient de l'activité des tout premiers habitants, les Hakka, qui vivaient de la coupe du bois sur les collines. Le nom, c'est juste un vestige de cette économie de survie. D'accord, c'est l'ADN du lieu, en somme. Mais il me semble que ce nom si quatrien, si pragmatique, a fini par poser un énorme problème des années plus tard. C'est là que ça devient intéressant. Tout à fait. Le problème est purement phonétique. En cantonais, la langue parlée par la majorité, le mot chai sonne presque exactement comme l'expression d'argot laye chai. Et ça veut dire quoi? C'est une façon assez crue de dire mourir, l'équivalent de notre casser sa pipe. Attendez, donc le nom du quartier sonnait comme la baie où l'on casse sa pipe. C'est à peu près ça, oui. Ça a dû être un vrai casse-tête pour les promoteurs immobiliers dans les années 50. Comment on fait pour attirer des habitants avec un nom pareil? C'était un cauchemar marketing. La solution proposée était radicale. Changer le nom. On a suggéré de l'appeler Tsui Wan. Tsui Wan. Plus chic, plus positif, plus vendeur. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça n'a pas marché. Ah bon? Pourquoi? On pourrait penser que le marketing aurait gagné? Bah non, l'usage et la tradition étaient plus forts. Chai Wan, c'était trop ancré dans les habitudes. Le nom a survécu. D'accord. Mais cette bataille a laissé une trace, un monument même. Il y a aujourd'hui une grande cité HLM qui s'appelle Tsui Wan Estate. Ce n'est pas juste un groupe d'immeubles, c'est le témoin de cette tentative ratée. C'est notre premier trésor caché. C'est génial. Une cité entière comme souvenir d'un nom qui a failli exister. Et cette histoire de nom, elle a même eu des répercussions sur le quartier voisin. Siu Sai Wan, c'est ça? Oui, elle a carrément créé son nom. À l'origine, la zone à l'est de Chai Wan, logiquement, s'appelait Petite Chai Wan. Logique. Vois venir la suite. Quand les administrateurs coloniaux britanniques ont dû transcrire ça, ils ont entendu Sai Wan. Et ils l'ont officialisé comme ça, sans chercher plus loin. Précisément, l'administration a gravé cette erreur de traduction dans le marbre. Petite Chai Wan est devenue Siu Sai Wan, Ce qui veut dire... petite baie de l'Ouest. En une signature, toute l'histoire du bois de chauffage a été effacée, remplacée par une simple direction géographique. C'est l'histoire d'une identité perdue en traduction. C'est fou. On passe d'une histoire de labeur à une simple coordonnée sur une carte. Si on continue le long de cette côte vers Cap Collinson, on arrive sur une autre histoire qui, cette fois, ne s'efface pas, mais se confronte à elle-même. C'est exactement ça. On arrive au phare de Cape Collinson. Il a été construit en 1876 et c'est vraiment l'image d'Épinal, hein. La tour blanche, isolée, qui surplombe la mer. La carte postale, quoi. Voilà. C'est un pur symbole de l'âge d'or commercial de Hong Kong. Une lumière qui guidait les navires marchands vers un port sûr et prospère. Ça incarne une ère de paix et d'ouverture. Une époque optimiste, mais ce qui rend ce lieu si spécial, c'est ce qu'il y a juste à côté et qui raconte une histoire diamétralement opposée. Et là, c'est le choc. À quelques centaines de mètres du phare, on trouve la batterie militaire de Cape Collinson, construite en 1938, à peine 60 ans plus tard. Le contraste doit être saisissant. Il est violent. D'un côté, un instrument pour guider et accueillir, de l'autre, des canons conçus pour repousser et détruire. C'est le reflet parfait du changement de statut de Hong Kong, qui est passé de port franc à forteresse à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Donc le trésor caché, ici, c'est le phare. Lui-même,
Mais pas juste pour son architecture, c'est pour ce qu'il nous oblige à voir. Oui, le phare est classé monument historique, mais sa vraie valeur est contextuelle. Se tenir là, c'est se placer physiquement au point de bascule de l'histoire de Hong Kong. On ressent la fin d'une ère d'insouciance et l'arrivée imminente du conflit. C'est un lieu de contemplation incroyablement puissant. Alors parlons de cette batterie, cette forteresse silencieuse. Elle n'est pas comme les autres, son architecture est très particulière. Qu'est-ce qui la rend unique? Elle a été conçue à la fin des années 30, en prévision d'une guerre moderne. Les bunkers, par exemple, ont des formes très arrondies, comme des carapaces. Ah oui, pourquoi? L'idée était que cette forme courbe dévie l'énergie d'un obus plutôt que de l'absorber de plein fouet, tu vois. On voit aussi de longues fentes de tir, des meurtrières très étroites pour les mitrailleuses. C'est une architecture défensive très spécialisée. On imagine une défense acharnée, des batailles féroces, mais son histoire est beaucoup plus mélancolique que ça en fait. C'est l'ironie tragique de ce lieu. La batterie n'a jamais vraiment combattu. En décembre 1941, quand les Japonais ont envahi Hong Kong, l'avancée était si rapide que l'état-major britannique a compris que ça ne tiendrait pas. Et donc? L'ordre a été donné de saboter leurs propres installations pour qu'elles ne tombent pas intactes aux mains de l'ennemi. D'une défaite avant même le combat. Et le paradoxe, c'est que comme elle n'a pas subi de bombardement, ses structures de base, les bunkers, sont aujourd'hui très bien conservées. Ce qui nous amène à la double ironie de l'histoire. Ces vestiges sont bien conservés, mais on ne peut pas les visiter. C'est ça qui est à la fois fascinant et frustrant. Les ruines principales de la batterie se trouvent aujourd'hui dans l'enceinte du centre correctionnel de Cape Collinson, Une prison? une prison. L'histoire est donc littéralement derrière les barreaux, inaccessible au public. C'est une mémoire confisquée par une institution moderne. C'est tellement frustrant. Avoir une histoire aussi importante juste sous les yeux, mais derrière des murs. Mais il y a quand même un moyen de jouer les archéologues amateurs, n'est-ce pas? Heureusement, oui. C'est notre troisième trésor caché. Il faut suivre un sentier de randonnée, le Pottinger Peak Path. De là, on peut s'approcher. Et on peut voir quoi? Il y a deux choses à chercher. La première, c'est le poste d'observation au sommet de la colline. De là-haut, on a une vue plongeante sur la zone de la prison et on peut apercevoir les fameux bunkers. C'est une expérience un peu étrange d'observer l'histoire par-dessus un mur. Très. Et la deuxième chose, si on est un peu aventureux, on peut trouver les ruines du bunker qui abritait le générateur électrique. C'est un détail, mais ça rend les choses très concrètes. On imagine le bruit, la vie de l'installation. Ça devient une sorte d'enquête. D'une histoire verrouillée, passons à une histoire qui, au contraire, a été déterrée et exposée. Direction le parc de Chai Wan. Aujourd'hui, un grand espace vert, mais avant, c'était tout autre chose. C'est un autre exemple de transformation radicale. L'actuel parc de Chai Wan se trouve sur le site de ce qu'on appelait la colline des scouts. Ah oui, un camp de scouts. Un immense camp, établi en 1925. C'était un lieu important de l'éducation coloniale, dédié à la formation du caractère de la jeunesse. Et puis, dans les années 80, le bulldozer est arrivé. Exactement. Hong Kong était en pleine explosion démographique, il fallait de l'espace. La colline a donc été entièrement rasée et on a même gagné des terres sur la mer. Sur ce terrain neuf, on a construit un parc public. Le message était clair. Oui, la priorité n'était plus la formation d'une élite, mais d'offrir un espace de loisirs pour la masse. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais la mer avait une surprise en réserve. C'est le rebondissement inattendu. En 1973, pendant les travaux de dragage de la baie, les ouvriers tombent sur quelque chose de gros et de lourd au fond de l'eau. Des canons? Deux anciens canons britanniques du 19e siècle, probablement jetés ou perdus plus de 100 ans auparavant. Incroyable. Ils construisent un parc de loisirs et ils tombent sur du matériel de guerre oublié. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et c'est là que ça devient génial. Au lieu de les mettre dans un musée, ils les ont installés au cœur même du nouveau parc. Ah, d'accord. Et la partie du parc où ils se trouvent a été nommée le jardin de la colline des scouts, en hommage. Ces deux canons sont notre quatrième trésor caché. Une sorte de capsule temporelle à ciel ouvert. C'est incroyable. Sur un même mètre carré, on a donc trois époques qui se superposent. C'est exactement ça. Vous avez l'ère de la défense militaire avec les canons, l'ère de la formation de la jeunesse avec le nom du jardin, et l'ère moderne des loisirs avec le parc lui-même. C'est un cas d'école de la façon dont Hong Kong recycle son passé. On prend des débris militaires et on en fait des objets de contemplation pacifique. On neutralise leur fonction première pour leur donner une nouvelle signification. C'est brillant. Pour notre dernière histoire, on va dans un quartier qui semble, lui, n'avoir aucune histoire.
Siu-Saiwan, une ville nouvelle. Comment est-ce qu'on trouve le passé dans un endroit qui a été construit hier? On le trouve là où on s'y attend le moins, dans l'assiette. Siu Saiwan est né dans les années 80. C'est un paysage de tours résidentielles, on pourrait croire que c'est une page blanche. Mais la culture culinaire locale raconte toute la transition sociale du quartier. Comment ça, la culture culinaire? On peut y lire la coexistence de deux temps. Le temps industriel qui s'efface et le temps des loisirs qui s'installe. C'est-à-dire? Il suffit de regarder l'heure d'ouverture et le menu des restaurants. Prenez le Shaki Restaurant, par exemple. Il est dans une zone industrielle et il ouvre à 6 heures du matin. 6 heures. Oui, parce qu'il a gardé le rythme des ouvriers d'usine qui avaient besoin de manger avant leur service. C'est une survivance du passé. C'est comme un fossile vivant de l'ancien rythme de vie du quartier. Voilà. À côté, vous avez San Kwai Hang, une rôtisserie traditionnelle. Elle représente la persistance de l'artisanat. Et puis, vous entrez dans le centre commercial et vous trouvez Daily Bread, un café moderne branché. Qui symbolise le nouveau mode de vie. Exactement. Une population plus jeune, dont la vie est rythmée par la consommation et la détente. Donc, en l'espace de quelques rues, on peut littéralement déjeuner à 3 époques différentes. On peut faire un voyage dans le temps culinaire. Et l'aboutissement de cette transformation, c'est la promenade de Siu Saiwan. Un front de mer impeccable, des pistes cyclables, l'espace de loisirs par excellence. Notre dernier trésor caché n'est donc pas un lieu, mais plutôt un itinéraire, une expérience à vivre. C'est ça. L'idée, c'est de commencer par la rando sur les sentiers militaires, de sentir le poids de cette histoire, puis de descendre vers la promenade pour ressentir la paix, la modernité, et enfin d'aller goûter le pouls du quartier dans ses restaurants. C'est une manière de comprendre la transformation de la région avec tous ses sens. Complètement. Ce tour d'horizon de Saiwan et Siu-Saiwan est vraiment éclairant. Finalement, c'est peut-être parce que cette zone a longtemps été le bout du monde de l'île qu'elle a pu préserver ses histoires. Ailleurs, tout aurait été balayé. C'est une excellente conclusion. Et la réflexion plus profonde, c'est de voir comment l'histoire change de nature. Des éléments purement utilitaires, couper du bois, construire un fort, deviennent, avec le temps, des éléments culturels. Un nom devient un tabou, des canons deviennent une déco de parc. Exactement. La forteresse inaccessible nous fait réfléchir à la mémoire confisquée, tandis que les canons du parc illustrent cette conversion d'armes en symbole de paix. C'est une stratégie très hongkongaise pour négocier avec son passé sans tout effacer. On ne conserve pas le passé sous cloche, on le transforme pour qu'il raconte une nouvelle histoire, celle du présent. Voilà. On lui donne un nouveau rôle. Les vestiges ne sont plus des outils, mais des témoins. Ce qui nous laisse avec une dernière pensée et une question pour la route. Oui, une question à méditer. Quand une ville gagne des terres sur la mer et rase ses collines, un acte de création et de destruction ultime, que choisit-elle de se souvenir du paysage qu'elle a effacé? Et quelles histoires décide-t-elle de construire sur ce nouveau sol?